Et on va vous dérouler... Oui, tu voulais dire quelque chose? On va vous dérouler un prélèvement multi-organes comme il se passe dans la vie de tous les jours. Alors, en n'oubliant pas que le premier temps, et je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas que des techniciens, le premier temps va être un temps d'exploration. Vous ne précipitez pas sur votre organe, mais vous continuez à rechercher des contre-indications au prélèvement d'organes. Vous n'aurez pas toujours le scanner dont on parlait tout à l'heure, on va évoluer vers ça, mais pour le moment, ce n'est pas tout le temps. Alors, quand vous avez un petit caddie qui clignote comme ça, c'est les diapos Mon Panier. On pourrait dire Take Home Message, ça fait assez prétentieux. Les diapos Mon Panier, c'est ce que vous devez ramener à la maison. Finalement, c'est ce que vous faites quand vous faites les courses. Alors, le premier temps, ça va être un temps donc d'exploration de l'abdomen. Et vous allez rechercher une tumeur, vous allez dérouler tout le grêle, vous allez le palper, vous allez palper le côlon. Vous allez, au niveau du rétropéritoine, palper les différents parenchymes, explorer le foie, la rate, les reins. Et vous allez laisser vos collègues hépatiques examiner le foie. Si vous êtes urologue et vous avez commencé, parce qu'eux, ils ont des décisions à prendre. Et donc, il faut qu'ils puissent faire un examen tout à fait complet de leur foie. Et une biopsie, ça ne pose aucun problème. Donc, il faut se poser la question de la stéatose hépatique, hépatomégalie, bormousse, couleur jaune. Est-ce qu'il y a bien sûr une cirrhose et la biopsie hépatique. Pareil pour l'inspection des organes thoraciques. Les collègues cardiaques peuvent avoir des décisions à prendre. Et donc, ce n'est pas du tout un problème de leur laisser faire la sternotomie à ce moment-là. Simplement, il faut qu'ils fassent correctement, mais Sacha nous le montrera, l'hémostase des berges de la sternotomie pour qu'on n'ait pas des déperditions pendant ce temps-là. Car vous savez que ces donneurs sont des gens qui sont hémodynamiquement instables et que toute manœuvre potentiellement hémorragique doit être faite, soit évitée, soit faite avec précaution à ce moment-là. Donc, faire la sternotomie à ce temps, de toute façon, ça facilitera les temps de dissection du foie. Et on fait bien l'hémostase, et bien sûr, on met le phénokéto à l'envers pour qu'on n'ait pas la barre transversale dans les gencives au niveau de l'abdomen. Après, le deuxième temps va être d'exposer le rétropéritoine. Et en fait, tous les premiers temps, vous allez vous concentrer à délimiter un territoire vasculaire de perfusion en contrôlant les entrées et les sorties. Donc vous allez commencer par décoller le fascia de tôle de droit. Puis vous allez insérer la racine du mésentère. Alors la racine du mésentère, c'est vraiment un concept qu'on a extrêmement de mal à concevoir quand on travaille dans les livres. Puis le jour où on a vu un prélèvement d'organes, ça devient une évidence. Et on comprend tout de suite ce que c'est que la racine du mésentère. Et donc ça va permettre de basculer tout le côlon droit vers le haut et vers la gauche et d'exposer le rétropéritoine. Vous allez continuer par un décollement duodéno-pancréatique. Et vous allez donc exposer les gros vaisseaux, parce que c'est ça qui vous intéresse. Sacha nous rappelait gentiment que toute la chirurgie est de la chirurgie vasculaire, et que donc les vasculaires devraient régner en maître sur toute la chirurgie. C'est ça que tu nous expliquais. Hein. J'ai bien retenu la leçon. Mais c'est pas faux, il y a des vaisseaux et des tuyaux absolument partout. Et donc vous allez commencer à contrôler ces vaisseaux. Alors il y a un danger, c'est l'artère polaire inférieure droite qui est précave, très souvent précave. Vous savez que l'artère rénale droite est rétrocave, mais pas la polaire inférieure, elle est souvent précave. Et donc, si vous ne faites pas attention à ce moment-là et que vous libérez la face antérieure de la veine cave sans vous poser de questions, bah, vous risquez de blesser cette artère polaire inférieure droite précave. Ensuite, vous allez inciser le fascia de tôle de gauche. Cette manœuvre-là n'aura pour but que de pouvoir glacer correctement le rein gauche. Et je vous rappelle que si vous prélevez encore le rein local, c'est très souvent le rein gauche que vous gardez, à cause de la veine rénale gauche qui est longue. Donc ce serait dommage de ne pas glacer correctement et refroidir correctement votre rein gauche. Donc incisez le tôle de gauche dès le départ, ça vous servira à pouvoir glacer. Donc une fois que vous avez décollé et fait ces décollements périténaux, vous allez pouvoir remonter en haut à gauche toute la masse digestive que vous mettez dans un champ, et vous mettez les deux mains de votre aide pour tenir ça, et vous avez tout le rétropéritoine sous les yeux. Et donc là, vous allez faire les contrôles vasculaires. Vous allez commencer par contrôler l'artère iliaque primitive droite, puis l'artère iliaque primitive gauche, l'artère iliaque externe, et puis on verra dans les différentes techniques de cannulation l'hypogastrique si vous cannulez en hypogastrique. Vous allez contrôler l'artère mésentérique supérieure. Alors, quand vous allez reposer toute la masse digestive en haut, elle est en fait verticale et elle monte de la face antérieure de l'aorte. Elle est juste au-dessus, bien sûr, de la veine rénale gauche qui va traverser l'aorte par devant, donc pré-aortique. Puis vous allez contrôler la veine cave inférieure, vous mettez un double lac.
Et là, attention, je vous rappelle, cette polaire inférieure, c'est là que vous pouvez vous la faire, l'artère polaire inférieure rénale droite quand elle existe, et elle est volontiers précave. Ensuite, vous allez vous interdire à ce moment-là de faire le contrôle de l'aorte cœliaque, parce que pour aller jusqu'au bout, il faut contrôler cette aorte cœliaque. Mais si vous le faites à ce moment-là, alors que les chirurgiens thoraciques ne sont pas encore dans la danse et que vous me plantez une artère diaphragmatique, ça peut aussi une façon majeure et ça peut vous conduire à être obligé de faire un clampage précoce et donc vous perdez les organes thoraciques. Donc le message de l'école est très clair, vous ne faites pas le contrôle de l'aorte cœliaque à ce moment-là. Ça fait partie des gestes qu'on repousse juste avant le clampage, quand tout le monde est prêt à réagir s'il se passait quelque chose. Ce que vous ne faites pas non plus, c'est de mettre la décharge cave tout de suite, parce que vous allez lier la main cave, donc vous allez diminuer le retour veineux au cœur, et là encore, vous risquez l'arrêt cardiaque. Donc là encore, c'est le deuxième geste qu'on repousse et qu'on remet juste avant le clampage. De toute façon, s'il y avait un collapsus et que vous avez besoin de décharger la cave, un coup de ciseau dans la décharge cave, si c'était vraiment la catastrophe, vous permettrait de décomprimer et ce ne serait pas un problème majeur. Sauf qu'il y a du sang un peu partout, mais ce n'est pas plus embêtant que ça. Alors, cannulation artérielle, vous avez plusieurs possibilités, j'allais dire plusieurs écoles. La première, c'est de cannuler en aortique, donc avec un risque de perte sanguine. Donc vous n'allez pas le faire tout de suite, vous ne pouvez le faire qu'au moment du clampage. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose avant, vous n'êtes pas cannulé. Et donc vous allez cannuler en urgence, dans la panique. Et quand on cannule en la panique, c'est souvent là qu'on a des gags et des inconvénients. Donc voilà cette technique-là qui consiste donc à faire un nœud distal et à cannuler. Alors l'autre problème, c'est que si vous voulez protéger le carrefour aortique pour les vasculaires, et vous allez voir qu'il faut le faire, Julien Gaudry vous en parlera cet après-midi, vous êtes obligé de mettre votre canule assez haut. Si vous mettez votre canule assez haut, vous prenez une bonne chance d'être au-dessus de potentiel polaire inférieur, rénal droite ou gauche, ce qui est totalement illogique. Alors, l'autre possibilité est de cannuler en artère iliaque primitive. De temps en temps, vous avez des polaires qui viennent des primitives, mais c'est vraiment rare. J'ai dû voir ça 2 fois en pratiquement 30 ans, mais c'est possible. L'inconvénient là, c'est que vous ne respectez pas le carrefour vasculaire, et donc nos collègues vasculaires ne peuvent pas prélever leur allogreffe artériel. La troisième possibilité, c'est de cannuler en artère iliaque interne droite, qui est une artère de plus petit calibre, qui nécessite donc d'être contrôlée. Elle est plus profonde et a un trajet qui est moins facile à aborder. Pour autant, c'est vraiment pas un problème si on a une technique adaptée, qui consiste en fait à donc réaliser une ligature distale de cette artère iliaque interne, après avoir clampé l'artère iliaque externe, l'artère iliaque primitive droite et l'artère iliaque primitive gauche, et vous allez sectionner complètement cette artère, parce qu'il faut pouvoir lui changer son orientation. Donc là, quand vous êtes tout à fait clampé, vous pouvez même aller prendre un café. Moi, j'ai fait ça des milliers de fois avec les externes seulement, ça ne pose aucun problème. Vous avez tout le temps de la dilater gentiment et de mettre un drain, n'importe lequel. Nous, on prend des drains thoraciques, vous voyez, on ne fait pas sophistiqué, et on monte cette canule. En retirant le gland sur l'artère iliaque primitive, un pouce sur l'artère iliaque externe. N'oubliez pas, sur l'artère iliaque primitive, n'oubliez pas de clamper votre gland, parce qu'effectivement, sinon vous allez en prendre plein les gencives. Et donc, vous mettez votre canule que vous sécurisez, vous la sécurisez avec le niveau, avec la ligature distale, et vous éparinez votre canule, parce que comme vous êtes sur une artère secondaire, vous pouvez faire ça très tôt dans le prélèvement, et si vous arrive le moins de problèmes, même pas mal, vous êtes prêt à envoyer la sauce, il n'y a aucun problème. Simplement, comme elle va rester, mettez un peu d'éparine dans la canule pour ne pas avoir de gag. Donc, éparinisation de la canule. Et puis, bien sûr, vous retirez vos clans pour ne pas léser l'endothélium de ces vaisseaux trop longtemps, puisque c'est des vaisseaux qui vont être prélevés pour être greffés. Donc voilà, la cannulation iliaque interne, c'est ligature distale, section, dilatation, cannulation, sécurisation, éparinisation. LSD, cache, voilà, c'est le mot d'ordre. Alors, quand on résume les différents sites de cannulation artérielle, vous avez l'aorte distale et l'artère iliaque primitive droite, qui ont comme avantage la simplicité, canule large, haut débit. Désavantage, pas de placement précoce possible, risque de saignement, donc vous ne le réalisez pas trop précocement, et vous risquez d'exclure des polaires inférieurs. L'artère iliaque interne vous permet une cannulation précoce, aucun risque de saignement, vous préservez parfaitement les greffons vasculaires, mais bien sûr, vous ne le faites pas s'il y a de l'athérome. Si le carrefour n'est pas prélevé, ça n'a aucun intérêt de faire comme ça, bien entendu. Vous mettez une canule plus petite, mais ça ne gêne pas sur les débits, ça nécessite un peu plus de dissection, mais franchement, c'est pas grand-chose. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez préparé vos territoires vasculaires, eh bien vous passez la main
aux hépatiques. Et donc Emmanuel qui prend la relève. Vous avez le droit de poser des questions entre les différentes phases. Hein. D'intervenir, nous arrêter. C'est clair là, sur les vaisseaux, il y a des choses que vous ne saviez pas, peut-être que vous découvrez maintenant. La cannulation iliaque interne, ça vous parle? Bon, c'est le message qu'on essaye de faire passer, hein, d'être le plus souvent possible en train de cannuler dans l'iliaque interne. C'est vrai que c'est la façon la plus logique de faire. Alors le temps hépatique va être un temps d'évaluation et de dissection. On est toujours à la phase chaude, on n'a pas encore clampé. Et donc à cœur battant, on va évaluer ce greffon hépatique. Les critères de jugement, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il faut détecter? Il faut détecter des hépatopathies chroniques et en particulier la présence de stéatose. Donc vos critères de jugement doivent être très précis. C'est pas juste de dire le foie est bon. Si vous téléphonez au greffeur en disant le foie est bon, ou il vous connaît très bien, il sait que vous savez évaluer, mais sinon il va être un peu suspicieux. Donc il va vous interroger sur des éléments très précis. La coloration d'un foie, c'est marron-rouge, c'est marron foncé, hein, c'est rouge foncé. C'est pas rose, c'est pas jaune. Lorsque vous voyez un foie qui est magnifique, avec une super belle couleur rose, c'est pas un bon foie, hein, il est stéatosique. Ça, c'est quand vous l'inspectez, quand vous faites rien dessus. Les bords doivent être fins ou un petit peu mousse, mais pas arrondis. Quand ils sont arrondis, c'est un signe de stéatose. Ça peut être hétérogène, ça peut être prédominer sur un lobe ou être global sur les deux lobes. Vous devez pouvoir, vous devez pouvoir le retourner. C'est-à-dire qu'il doit être souple. Si vous ne pouvez pas retourner le bord inférieur du lobe gauche sur lui-même, c'est qu'il y a probablement un petit peu de fibrose, un peu de fermeté. Donc ça, la coloration, les bords, la souplesse. Alors, on va ensuite pouvoir le caractériser en fonction de tout ça. Alors, les foies excellents sont donc de couleur bordeaux foncé, y compris à Lille, souple, bord fin et lisse, et sans traumatisme. Il y a des foies qui sont souples et à bord fin, mais à une couleur un peu plus claire que la normale. Lorsque vous avez un doute sur l'intensité de la stéatose, donc un foie qui va être un peu rose, avec des bords arrondis, vous pouvez faire une histologie extemporanée, on en a parlé, et les foies pour lesquels vous allez d'emblée dire ce foie n'est pas greffable, ce sont des foies cirrhotiques. Alors la cirrhose, théoriquement, pour tout le monde, elle doit être évidente à l'examen macroscopique, hein. Il y a des déformations des contours du foie, il y a une dysmorphie, il y a un aspect irrégulier, vous voyez les micronodules, voire les macronodules à la surface hépatique, donc ça c'est un diagnostic qui doit être un diagnostic d'évidence macroscopique. Mais il y a parfois des foies qui sont un peu fibreux, vous pouvez avoir un petit doute lorsqu'ils sont pas bien souples ou de la... Ouais, mais il y a des fibroses qui, à l'évidence, ne sont pas faites pour la transplantation. Et la stéatose qui peut être massive de façon évidente, c'est-à-dire le foie jaune ou rose saumonné. On attache beaucoup d'importance aussi à son caractère massif. Il est lourd, il est gros, il est lourd, il a des bords ronds, il peut pas se mobiliser. Ce foie-là, vous allez arrêter le prélèvement hépatique. Alors si vous avez un doute, eh bien les photos ça marche pas si mal que ça, on l'a testé à plusieurs reprises. Envoyez une photo maintenant avec des appareils qui ont une excellente résolution, vous allez pouvoir avoir une bonne idée, enfin votre transplanteur va pouvoir avoir une bonne idée du greffon. Et puis il faut toujours tenter d'évaluer le greffon après le rinçage, c'est-à-dire qu'à chaque étape du prélèvement vous allez réévaluer votre greffon. Une fois rincé, il peut devenir tout jaune et ça peut être un critère de mauvaise qualité. Voilà un bon greffon hépatique, donc vous voyez il est de couleur bordeaux, rouge-brun, homogène, les bords sont fins, on peut plier facilement le lobe gauche sur lui-même, alors il faut aller doucement hein, bien sûr, il n'y a pas de zone non plus de contusion, parce qu'il y a des causes de décès par mort encéphalique qui sont des causes traumatiques, et il faut bien s'attacher dans ces cas-là à voir les zones de contusion. Le foie stéatosique, il est pâle, il est jauni à la pression, il est ferme, il est un peu ferme parfois, il a un bord mousse. Et donc, si la transplantation, c'est pour ça qu'il faut connaître le receveur qui est derrière. Si le receveur est très urgent, vous pouvez être amené à greffer ce foie et puis voir, éventuellement on parle maintenant aussi le foie de le mettre sur machine,
Et puis, en tout cas, à tous les coups, demander une biopsie pour caractériser et quantifier la stéatose, puisque je vous ai montré les cut-offs de stéatose, jusqu'à 30%, 30-60, supérieur à 60%. Donc cette stéatose macrovacuolaire, on en a parlé tout à l'heure avec les cut-offs. Il y a une stéatose à l'extempo qui est microvésiculaire, microvacuolaire, qui est moins péjorative que la stéatose macro. Donc ça, les anapathes sont capables de vous dire si c'est plutôt de la macro ou plutôt de la micro. Et en général, ce n'est pas une limite à l'acceptation du greffon. Et parfois, elle est mixte. Quelle que soit la stéatose, il faut pouvoir apprécier le degré de fibrose, les lésions associées, c'est-à-dire sur le foie éventuellement des tumeurs, des zones du contusion, on en a parlé. Et vous voyez, ce mauvais greffon, à l'évidence, ne sera pas prélevé parce que s'il n'est pas cirrhotique, il est pré-cirrhotique. Vous voyez, il y a des bords qui sont ici tranchants, qui sont fermes. Il y a des nodulations à la surface hépatique. Il y a une dysmorphie avec probablement un foie droit un peu atrophique. Ces bords sont épais, il est rigide. Ce foie-là, il ne sera pas prélevé. Alors vous allez maintenant vous attaquer à disséquer les éléments du pédicule hépatique. Alors ce n'est pas la technique qui est actuellement pratiquée le plus couramment en France. C'est celle cependant qu'on propose de vous diffuser à l'EFPMO parce que la technique de dissection du pédicule hépatique, des éléments du pédicule hépatique à la phase chaude, va permettre le prélèvement pancréatique dans la majorité des cas. Donc, si on veut vraiment prélever plus de pancréas, il faut vous habituer à faire cette technique de dissection. Alors cette technique de dissection commence par la cholécystectomie, et ça il faut savoir faire quand on prélève un foie, il faut savoir faire une cholécystectomie à la phase chaude, comme toute cholécystectomie, et donc retenir ce principe que la cholécystectomie consiste à retirer la vésicule biliaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer au ras de la vésicule et ne pas aller au-dessus du triangle de Callot. Il faut disséquer le pédicule cystique dans le triangle de Callot et ne pas aller au-dessus. On pourra en parler tout à l'heure. Alors, vous allez ensuite, une fois que la cholécystectomie est faite, vous allez pouvoir mettre assez vite une canule dans la veine mésentérique inférieure. Cette veine mésentérique inférieure va vous donner l'accès à la veine porte. Alors là, c'est pareil, il y a des équipes qui ne canulent pas par voie portale. Nous, on préconise quand même de canuler par voie portale. Ça consiste à disséquer la veine mésentérique inférieure et à mettre, par exemple, une sonde trachéale stérile dedans, reliée à une poche de perfusion, où vous allez maintenir la perméabilité en faisant couler la poche goutte à goutte. Ça peut être du Ringer à température ambiante, bien sûr, et non pas à 4 degrés. Alors attention, quand vous la poussez là la canule jusqu'à l'origine du tronc-porte, car autrement vous risquez d'être sélectif. Alors lorsqu'on prépare ces lignes de perfusion, il faut installer tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous allez utiliser en fait deux pieds de perfusion, un pour la cannulation aortique, un pour la canule portale. Et pourquoi 2 pieds? Parce qu'on ne pourra pas mettre les 2 poches sur le même pied vu que les pieds ne vont pas être à la même hauteur. Lorsqu'on veut, pour la canule aortique, il faut perfuser par gravité, donc il faut une certaine pression, il faut que la poche soit installée à 1 mètre au-dessus du plan de la veine cave du donneur, enfin 1 mètre au-dessus de la table en gros, alors que pour la canule portale, il faudra être plutôt à 60 cm pour avoir une perfusion qui soit moins sous pression. Alors pour éviter le croisement des lignes, on va en reparler après, vous mettez du côté droit le pied de perfusion qui sert à perfuser l'aorte et du côté gauche le pied de perfusion qui sert à perfuser la veine porte. Et donc ensuite, on parlera cet après-midi du prélèvement thoracique, mais il faut se placer dans l'hypothèse qu'il y a un prélèvement thoracique. Donc avant que l'équipe de cœur commence leur dissection, fasse la sternotomie, assurez-vous que tout a été bien mis en place, les lignes de perfusion. Vous n'avez pas encore cannulé, on est d'accord, on n'avait pas encore cannulé, sauf la veine mésentérique inférieure, vous n'avez pas encore cannulé l'aorte. Pour cannuler l'aorte, il faudra attendre la fin du prélèvement, sauf si vous avez fait une cannulation par voie iliaque interne, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est, lorsqu'elle est possible, c'est celle qu'il faut préconiser, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc le temps pancréatique. Bien, bonjour, je vais faire ce qu'on commence sur tous les prélèvements d'organes et je vous incite tous à le faire, c'est commencer par dire bonjour et vous présenter. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui ne sont pas tout le temps faites puisqu'il y a vraiment beaucoup d'équipes.
Donc en fait, quand vous arrivez sur une salle, vous présentez votre équipe et vous dites un petit peu quel organe vous êtes venu chercher. Donc moi, Julien Branchereau, je suis praticien hospitalier au CHU à Nantes et je suis en charge avec Georges Caram de la transplantation pancréatique. Et vous allez voir qu'à cette phase-là, en fait, la phase chaude, eh bien, on vient surtout pour un examen très rapide du pancréas. Et pour avoir accès au pancréas, il faut dans un premier temps le regarder, ouvrir l'arrière-cavité des épiplombs, l'inspecter, le palper, mais vraiment modérément. Emmanuel nous a dit qu'il caressait les foies, il est plié en deux. Nous, on va être vraiment plus timide sur le pancréas puisque c'est un organe qui est très fragile. Et en fait, on vient simplement à cette phase-là pour vérifier qu'il n'y ait pas de grosse anomalie qui n'ait pas été détectée au scanner, avec une main passée sur le pancréas de façon assez rapide, mais vérifier qu'il n'y ait pas de calcification, qu'il n'y ait pas vraiment d'œdème ou de choses comme ça. Mais globalement, c'est des choses qui ont été évaluées bien avant, puisque vous savez que la chirurgie de transplantation pancréatique est une chirurgie qui nécessite des donneurs vraiment avec des critères optimaux pour avoir des bons résultats. Vous verrez, si vous venez à l'EFPMO, que de temps en temps, on utilise des greffons un petit peu marginaux, et on vous expliquera pourquoi et comment. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur la théorie la plus classique. Et classiquement, les donneurs sont des gens jeunes, qui sont indemnes d'intoxication alcoolique. Et c'est très important d'avoir tous les critères, tous les voyants au vert pour avoir des critères de réussite de la transplantation pancréatique. Donc on le palpe, mais vraiment modérément. C'est un organe qui est vraiment très fragile, mais ça nous permet d'ouvrir l'arrière des cavités des épiplombs pour le regarder, et puis après pouvoir glisser un petit peu de glace dessus, puisque vous savez que c'est très important d'avoir un refroidissement de surface de tous les organes. Donc une ouverture de l'arrière-cavité des épiplombs que vous connaissez très bien, et puis regarder rapidement l'aspect du pancréas, mettre une main dessus, mais pas le plier, vraiment de grâce, en faire le moins possible à la phase chaude. Et puis par contre, quelque chose qui est très important, et je vous en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure, c'est vérifier s'il y a une artère hépatique droite ou pas. Une artère hépatique droite, en théorie, ne contre-indique pas une transplantation pancréatique, et je vais vous en reparler un tout petit peu tout à l'heure, plutôt à la phase froide. Et souvent, en fait, on le sait qu'il y a une artère hépatique droite, puisque vous savez que les scanners sont généralisés, et de temps en temps, ne sont pas souvent interprétés correctement, parce que les gens n'ont pas le temps de tout regarder. Donc c'est à nous en salle de regarder le scanner pour vérifier s'il y a une droite, pas une droite. Et puis quand on commence à la phase battante, d'aller palper pour voir s'il y a une artère hépatique droite ou pas. Palper doucement, je vous disais, un organe qui est très fragile, avec un cooling à basse pression. Et puis il faudra bien vérifier que Emmanuel nous a dit que la canule devait être poussée dans la porte et non sélective. Mais il dit de temps en temps que la canule n'est pas poussée dans la veine splénique, ce qui abîme énormément le pancréas. Et de temps en temps, les gens mettent une canule par une mésentérique inférieure, poussent jusqu'à ce que ça bute. Et en fait, ils arrivent en buter au niveau de la fin, au niveau de la rate. Et ça, c'est vraiment pas bon pour le pancréas. Donc vraiment important de vérifier que la canule est à une bonne place, et puis avoir un refroidissement un tout petit peu après. Donc on va commencer à se préparer pour le clampage sous-diaphragmatique, et là du coup nous on a simplement fait une évaluation du transplant pancréatique et on repasse la main au chirurgien hépatique. Donc nous voilà arrivés proche du clampage, et donc c'est à ce moment-là, lorsque vous avez tout cannulé, lorsque tout est prêt, que vous allez pouvoir effectuer ce temps difficile et dangereux qui est le tour de l'aorte cœliaque. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont prélevé des donneurs, notamment des donneurs cirrhotiques obèses. C'est un geste qui est particulièrement difficile, et il m'est déjà arrivé une fois de le faire à l'aveugle parce que le malade était trop profond. Et ça peut être extrêmement dangereux, et on peut perdre le greffon sur une hémorragie par un arrachement de ces artères diaphragmatiques aortique. Alors, c'est pour ça qu'il faut le faire quand vraiment tout est prêt, y compris à l'étage thoracique. On n'en a pas parlé ce matin parce que c'était l'abdomen, mais on va en parler cet après-midi. Il faut que tout le monde soit prêt avant la réalisation de ce temps. Alors, il faut déjà vérifier qu'il n'y ait pas d'artère hépatique gauche. L'artère hépatique gauche, c'est une artère variante qui vient de la coronaire stomachique ou directement du tronc cœliaque ou même de l'aorte, et qui chemine dans le petit épiplomb. Elle chemine dans le petit épiplomb, elle passe ensuite dans le sillon d'Aransus, c'est-à-dire entre le segment 1 et le lobe gauche. Et donc, lorsqu'il n'y en a pas, vous pouvez ouvrir complètement votre petit épiplomb jusqu'en haut. Vous gardez l'ésophage qui est éventuellement chargé sur un lac, vous le gardez à tribord, et vous ouvrez le petit épiplomb jusqu'au hiatus de Winslow. Il n'y a aucun problème. Vous savez qu'il n'y a pas d'artère hépatique gauche. À ce moment-là, on est assez bien pour sectionner le pilier droit du diaphragme, donc c'est assez profond, en écartant les fibres avec une paire de gros ciseaux. Vous pouvez les charger aussi avec un dissecteur et les sectionner au bistouri électrique pour pas que ça saigne trop. Je vous rappelle que le patient, en général, à ce moment-là, a reçu de l'héparine.
et donc la section musculaire peut saigner un petit peu. Alors, rapidement, vous allez passer un doigt sur le bord gauche de l'aorte, puis sur le bord droit. Donc vous allez disséquer au doigt les faces latérales de l'aorte supracéliaque, sous-diaphragmatique, jusqu'au plan du rachis. Vous allez jusqu'au rachis, il faut sentir le rachis sous vos doigts. Et à ce moment-là seulement, quand vous êtes bien dans la gaine, quand les faces latérales de l'aorte sont bien disséquées, vous pouvez passer un gros dissecteur, toujours de la gauche vers la droite, en raclant le rachis. Attention quand même à la veine cave qui est de l'autre côté. Et là, vous pouvez mettre un lac. Vous vérifiez que votre canule aortique, vous avez canulé par le bas. Alors, quand on est en iliaque interne, elle ne monte pas très haut, mais elle peut monter assez haut. Et vérifiez qu'elle ne monte pas au-dessus du lac pour ne pas, c'est déjà arrivé plusieurs fois, pas clamper la canule aortique avec le lac qui sert à clamper l'aorte supracéliaque. Il faut vérifier également qu'on est bien à distance, en général c'est le cas, mais à distance du tronc cœliaque, pour ne pas blesser le tronc cœliaque avec le clampage, et se méfier lorsqu'on passe des collatérales, on en a parlé, à destinée diaphragmatique qui peuvent s'arracher. Voilà une photo péropératoire, l'aorte est donc chargée par ce lac dans la région hiatale, et en général on est au-dessus de tout. Alors, lorsqu'il existe une artère hépatique gauche, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça parce que, d'abord, vous ne pouvez pas sectionner le petit épiplomb jusqu'en haut, puisqu'il y a le passage de l'artère hépatique gauche, vous devez la préserver. Et donc, les manœuvres d'écartement font que vous allez risquer de traumatiser votre artère dans toutes ces manœuvres où on écarte le lobe gauche, on écarte le Spiegel, on n'a pas beaucoup de place dans le petit épiplomb parce qu'on ne l'a pas sectionné complètement. Et donc, c'est une voie d'abord de l'aorte qui ne doit pas être faite. Il vaut mieux à ce moment-là, l'ésophage étant sur l'ac, le récliner plutôt à bâbord, donc du côté droit, vers le foie, et sectionner le pilier du diaphragme à gauche de l'ésophage. Donc vous ne faites pas comme ça, comme d'habitude, vous vous placez de l'autre côté. Et là, vous allez pouvoir aborder votre aorte sans risquer de blesser l'artère hépatique gauche. Alors le dernier geste, c'est la mise en place de la décharge cave. Donc l'aorte, c'est l'avant-dernier geste, et le dernier geste, c'est la décharge cave. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous allez lier la veine cave sous-rénale, et dans ce cas-là, on peut avoir une perte de charge, et le donneur peut s'arrêter. Donc, vous allez commencer par la ligature de la veine cave infrarénale, et vous allez introduire votre canule. Il ne faut pas oublier de la clamper, la canule, parce que sinon vous allez exsanguiner votre malade un petit peu plus tôt que ce que vous voudriez faire. Et alors, il faut savoir que si le cœur s'arrête à ce moment-là, ne vous évertuez pas à mettre la canule, elle ne monte pas, vous la ressortez, vous changez de canule, etc. C'est pas un moment. Si le cœur s'arrête, ce geste-là n'est pas indispensable. Globalement, dans le prélèvement d'organes, il faut faire du plus facile au plus difficile et du plus indispensable au moins indispensable. Le plus indispensable dans un prélèvement multi-organes à l'étage abdominal, c'est la cannulation aortique. La cannulation cave, elle n'est pas nécessaire. Si on peut s'en passer, il suffit d'ouvrir la veine cave au moment du clampage et puis elle va se décharger dans l'abdomen. Tant pis, ça rajoute un peu de sang, c'est pas très propre, mais des fois on n'a pas le choix. Et à ce moment-là, tout le monde est prêt et on annonce très clairement qu'on va clamper. Il faut que l'annonce soit très claire, à la fois à l'étage thoracique et à l'étage abdominal. Et il faut aussi que dans l'équipe, il faut choisir un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va diriger les opérations, autrement c'est tout le monde qui va faire les choses de son côté. Je vais vous montrer un petit film. Alors, ce clampage, qui est le temps charnière du prélèvement d'organes, c'est celui qui sépare la phase chaude de la phase froide. C'est un moment extrêmement important, et donc il faut que tout le monde soit prêt et qu'on n'ait rien laissé au hasard. Cet après-midi, vous allez aborder le clampage à l'étage thoracique, on ne va pas le faire ce matin, et donc à l'étage abdominal, on est tous prêts et on va clamper. Alors, il y a des règles pour éviter justement de se retrouver dans cette situation de clampage un petit peu houleux, alors que tout était prêt, mais vous voyez qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. On ne sait pas très bien qui fait le nœud sur l'aorte, si c'est l'aide, si c'est l'opérateur. On met la glace, alors tout le monde y va avec beaucoup de zèle, beaucoup de motivation, mais ça donne d'abord une image du prélèvement d'organes qui n'est pas celle qu'on voudrait montrer, et c'est pas extrêmement orchestré. Vous voyez la glace en bloc sur le foie, c'est pas très bon non plus. Tout le monde sait faire. Voilà, il faut pas que ce soit comme ça. Alors pour éviter ça,
il y a d'abord, avant le clampage, un certain nombre de vérifications. Vérification qui est d'abord la vérification des canules. Je vous ai dit, la canule porte est du côté gauche du malade, donc ça veut dire que le piquet est du côté gauche. La canule aortique est à peu près au milieu, la canule cave est du côté droit. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de bulles d'air déjà dans vos canules, qu'elles sont bien purgées. Si ce n'est pas le cas, il faut les repurger. Vous vérifiez également qu'il n'y ait qu'un seul clan par ligne, parce qu'au moment du clampage, il va falloir ouvrir qu'un seul clan. Et si l'externe qui était en train d'instrumenter a rajouté des clans par sécurité sur les canules, sur la table, l'infirmière de bloc a fermé la poche de perfusion, etc., vous n'allez pas vous en sortir. Il faut qu'il y ait qu'une seule commande. La poche de perfusion portale, je vous ai dit 40, 50, 60 cm au maximum au-dessus du niveau de la table pour ne pas perfuser sous pression. En revanche, la poche de perfusion aortique, qui sera plutôt du côté droit du malade, est à 1 mètre au-dessus du plan de la table. Et là, vous vérifiez également votre décharge cave, il faut qu'elle soit bien déclive, bien courte, sans siphon, autrement elle ne va pas bien décharger. Alors vous allez vérifier également votre piège à bulles. Vous allez voir, je suis un petit peu maniaque du piège à bulles, mais c'est extrêmement important parce que vous devez avoir l'œil sur, et ça c'est votre rôle aussi de chirurgien, de vérifier à chaque instant, parce que les infirmières, la coordinatrice, elles vont être affairées éventuellement à autre chose. C'est vous qui devez vérifier qu'il y a bien un écoulement dans votre poche de perfusion de soluté de préservation. Et donc cet écoulement, il ne peut se voir que sur un piège à bulles qui est bien installé. Il faut qu'il soit vertical, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 bouts de scotch ici sur la potence. En haut et en bas, pas sur le piège à bulles lui-même, parce que sinon vous ne verrez rien. Il faut qu'il soit bien rempli. S'il est mal rempli, vous allez d'abord peut-être avoir des bulles, s'il n'est pas assez rempli, et puis vous n'allez pas bien voir votre niveau couler. S'il est trop rempli, vous n'allez pas voir que ça coule. Et puis, le remplissage, on en a parlé. Alors, il faut vérifier que la glace soit prête, parce que c'est pas une fois après, au moment de clamper, qu'il va falloir piler la glace, et en fait, elle n'est pas prête. Donc, au moment de clamper, il faut que tout soit prêt, il faut qu'il y en ait suffisamment pour les 2 étages, pour tous les organes. Il faut vérifier si vous avez fait un prélèvement par l'iliaque, une cavulation par l'iliaque interne, que vos iliaques également soient clampés pour ne pas gâcher du soluté de conservation, pour bien délimiter les territoires. Et donc, à ce moment-là, ça va se dérouler très vite et en fait, à peu près en même temps. Il va y avoir le clampage de l'aorte supracéliaque. On note-le, parce que c'est l'heure du clampage, ça veut dire que c'est le début de l'ischémie froide. C'est une information qui va être capitale pour la suite de la greffe. Vous allez ouvrir les lignes de perfusion aortique et portale. Vous allez ensuite, donc pour commencer à remplir un peu le malade avec le soluté de préservation, vous allez ensuite ouvrir la décharge cave. Vous allez mettre la glace pour faire la réfrigération de surface, bien vérifier tous les espaces de décollement, mettre de la glace sur tous les organes, le foie, mais les reins aussi, éventuellement décoller un petit peu l'angle gauche pour que la loge rénale soit bien réfrigérée, éventuellement ouvrir les loges rénales pour bien vérifier la décoloration des reins. En général, quand le foie se décolore, le rein se décolore aussi. Donc vous vérifiez cette décoloration. Et donc, vous avez commencé la phase froide, et donc sur un abdomen qui va être rempli de glace. Alors, c'est une phase où vous avez le temps, parce que vous êtes en train de réfrigérer le patient, le donneur, vous allez réfrigérer les organes. Donc, c'est une phase où vraiment il faut prendre le temps de passer 1 ou 2 litres par la veine porte, 5, 6, 7, 8 litres par l'aorte, pour être sûr que l'effluent qui va venir vers la veine cave soit bien clair et que les organes soient bien rincés et qu'ils soient bien réfrigérés. C'est une phase où vous avez du temps. Vous pouvez profiter de cette phase-là éventuellement pour prélever les ganglions dans le mésentère, à condition de ne pas faire de blessures vasculaires, sinon vous allez avoir des fuites de cette solution de conservation. Le donneur instable, on en parlera peut-être cet après-midi. Et donc, on va, ensuite, une fois que les organes sont bien rincés, commencer l'explantation des organes abdominaux. Est-ce qu'il y a peut-être des questions à ce moment-là? Oui, vous avez tous vécu ça déjà. Donc, vous avez déjà tous vécu des prélèvements, donc vous avez peut-être des questions et des choses. Il y a derrière toi, tu as un micro. Bonjour, Catherine Ciuta, je viens de Reims, Châlons. Tu viens de... J'ai pas entendu. Châlons et Reims. Je Okay. travaille pour les deux. Vous n'avez pas parlé de la voie d'abord. Je pense que c'est important parce que d'habitude on utilise la parotomie, mais si on a un problème avec la hors ciliaque, on ne peut pas passer
Vous n'avez pas parlé de ça, mais je pense que c'est une clé qu'on peut l'apprendre et que c'est obligatoire à le connaître avant de Absolument, c'est très important. On a notre petite idée là-dessus. Il y a la plupart des équipes qui font un abord cruciforme de l'abdomen. C'est probablement la voie d'abord qui expose le mieux, avec une laparotomie xyphopubienne et avec une transverse de l'abdomen sur les côtés. Alors si vous faites ça, déjà il y a un petit truc, c'est d'essayer de sectionner les muscles plus loin que la peau pour vous éviter d'avoir du liquide sur les chaussettes. C'est assez désagréable, surtout qu'en général il est à 4 degrés. C'est pas une voie d'abord qu'on préconise nous à l'EFPMO, parce qu'on a montré, il y a plusieurs équipes qui prélèvent sans les refends latéraux et ça se passe très très bien avec une laparotomie xyphopubienne. Alors ça se passe très très bien, ça permet d'accélérer la fermeture, donc pour celui qui fait le prélèvement de l'incision à la fermeture c'est important. Et ça, pour la restitution du corps aux proches, à la famille, c'est quand même mieux d'avoir la laparotomie verticale plutôt que l'horrible croix qu'on fait habituellement dans le prélèvement multi-organes. C'est un petit inconvénient, c'est que l'exposition des hypocondres n'est pas de très bonne qualité. Et notamment quand on va explanter le foie, on peut être gêné. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez déjà vous contenter d'un seul refend latéral. Parce que finalement, c'est surtout pour le foie qu'on est gêné. Et donc, vous pouvez faire un refend latéral droit. Mais ce que je trouve, c'est que si un prélèvement thoracique, la sternotomie, donc la sternolaparotomie, permet là, pour le coup, une excellente exposition de l'hypocondre droit, il n'y a pas besoin de refend latéral. Et s'il n'y a pas de prélèvement thoracique, rien ne vous empêche de faire la sternotomie, même s'il n'y a pas de prélèvement thoracique. Il est préférable probablement de faire une sternolaparotomie qu'une incision en croix. Mais ça, c'est notre point de vue. Alors effectivement, on n'en a pas parlé, parce qu'on ne peut pas être exhaustif. On ne peut pas mettre en un jour ce qu'on met en 3 jours. L'autre chose aussi, c'est qu'on vous recommande de mettre les patients le bras le long du corps, parce qu'on est très nombreux à être sur les patients, et si vous êtes les bras en croix, c'est vraiment, ça prend de la place et c'est gênant. Donc il y a un certain nombre de recommandations comme ça qu'on ne peut pas vous donner aujourd'hui. On a fait des choix forcément, donc on ne peut pas être exhaustif. Est-ce qu'il y a d'autres remarques et des choses qui vous ont interpellé? Non, c'est des choses que vous avez vécues, qui correspondent à votre vécu. Bon. Donc on va passer à l'explantation des organes. On va explanter les organes. Bah oui, c'est mieux. Il n'y a plus le choix. Alors là aussi, on n'a pas mis le thoracique, mais bien sûr, tout ça, le thoracique, on l'a passé cet après-midi. D'habitude, on coordonne tout ça de la même manière. Alors le chef d'orchestre, généralement, c'est pas Olivier, mais c'est le chirurgien cardiaque qui va nous dire quand il a clampé, dès qu'il a clampé son aorte, nous on peut mettre notre nœud sur le cœliaque, décharger la cave, après ça y est, on est dissocié et il n'y a plus de problème. Donc là, il y a vraiment un moment absolument critique, et retenez comme message qu'il faut se parler. C'est pas compliqué. Il faut se parler, il y en a un qui donne le top. Alors, première étape pour se parler, c'est au moment du clampage, on en a parlé. Et surtout, alors attention pour les préleveurs hépatiques, le premier temps du clampage, donc la première phase du clampage pour le chirurgien cardiaque, qu'est-ce qu'il va faire ? Avant toute chose, avant de mettre la cardioplégie, avant de lier l'aorte thoracique, etc., il va mettre un clan sur la veine cave sous l'oreillette droite. La première chose qu'il va faire. Et pour mettre ce clan-là, il est en général assez gêné, il est obligé de relever le cœur vers le haut et de placer son clan sous l'oreillette droite. Qu'est-ce qui va se passer ? Les veines hépatiques, elles vont être aspirées dans le thorax. Et il va mettre le clan sur les veines hépatiques. Donc, la première chose à faire pour le chirurgien hépatique au moment du clampage, alors même qu'il y a un des opérateurs qui est en train de mettre le nœud sur l'aorte supracéliaque, c'est d'abaisser le foie dans l'abdomen pour éviter que le clan de la veine cave inférieure intradiaphragmatique soit sur la terminaison des veines hépatiques. Donc ça, c'est un geste extrêmement important, sinon on n'aura pas de longueur de veine cave. Et ça ne gêne pas le chirurgien cardiaque, il faut lui parler avant, il faut lui expliquer, mais en général il connaît, ça ne le gêne pas parce qu'en fait l'oreillette droite, elle n'est pas utilisée dans la greffe cardiaque. Donc première chose à faire, abaisser le foie. Alors le temps est compté à l'ischémie froide, puisque on va donc utiliser 4 à 6 litres de lavage avant de prélever les organes, je vous en ai parlé, le refroidissement de surface. Donc l'ordre, ça va être cœur-poumon, sauf pour les valves, évidemment, le cœur sera prélevé en dernier. Ensuite le foie, le pancréas, voire l'intestin, les reins, les vaisseaux et éventuellement d'autres prélèvements de tissus. Alors,
on va devoir, dans un premier temps, avant toute explantation, partager les vaisseaux. Les vaisseaux, ça se partage, et donc on va commencer par la veine cave. La veine cave est sectionnée au-dessus de la veine rénale gauche. L'hépatique commune et l'artère hépatique droite, quand il y en a une, va aller avec le foie. L'artère mésentérique supérieure, quand il n'y a pas d'hépatique droite, et l'artère splénique vont aller vers le pancréas. Le tronc cœliaque va au foie. Lorsqu'il y a un intestin, la mésentérique supérieure va pour l'intestin. Alors, il y a des règles d'explantation, on ne fait pas n'importe quoi, et on va donc commencer par le partage des gros vaisseaux. Alors, ce partage des gros vaisseaux va se faire foie-pancréas d'un côté et rein de l'autre dans un premier temps. Et ensuite, on va partager les éléments pédiculaires, c'est-à-dire le foie d'un côté, le pancréas de l'autre. On va commencer par libérer l'aorte entre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Ensuite, on va sectionner le diaphragme autour de la veine cave et ensuite on conditionnera le foie. Alors, ce partage de la veine cave, il se fait en 2 étapes. Premier coup de ciseau, premier coup de ciseau, la section de la terminaison de la veine rénale gauche. Et cette veine rénale gauche, vous allez la sectionner à sa terminaison de manière à libérer de la veine cave. Deuxième coup de ciseau, vous allez partager proprement dit, le partage proprement dit de la veine cave entre le foie et les reins ici. Ce deuxième coup de ciseau, vous allez le donner sur la veine cave suprarénale en faisant bien attention de garder quelques millimètres ici au-dessus de l'ostium de la veine rénale gauche, parce que vous allez voir, ça va permettre de rallonger la veine rénale droite, d'utiliser la veine cave pour allonger la veine rénale droite. Et encore plus important, je trouve, c'est de ne pas le faire trop bas sur la veine rénale droite, sur le bord supérieur de la veine rénale droite, parce qu'autant là, on peut se débrouiller. Si vous avez une section ici qui passe trop bas sur le bord de la veine rénale droite, on dira, Benoît, si c'est faux, on a une sténose, alors là, qui est irréparable. Alors voilà comment ça se présente, la tête est là, les pieds sont là, on a la veine cave, on a l'aorte, on vient de sectionner, vous voyez, la veine rénale gauche à sa terminaison, et on a un bel ostium de veine rénale gauche, et on va pouvoir ensuite passer au deuxième temps qui consistera à sectionner la veine cave ici, juste au-dessus de cet ostium. Alors ensuite, on va partager l'aorte, donc on enlève les canules. Le premier coup de ciseau va être un coup de ciseau longitudinal, vertical, exactement au milieu, donc il faut bien suivre le plan du milieu pour ne pas aller sur les côtés, pour ne pas léser d'éventuelles artères rénales ou polaires. Et le deuxième coup de ciseau va se faire au ras ici de l'origine de l'artère mésentérique supérieure, c'est-à-dire entre les rénales et l'artère mésentérique supérieure. Alors regardez bien ce deuxième coup de ciseau, parce que souvent c'est assez proche, l'artère mésentérique supérieure et les deux artères rénales, ici le confluent est assez proche, sauf que la chance c'est qu'elles ne sont pas dans le même plan. C'est-à-dire que l'artère mésentérique supérieure est plutôt vers l'avant, les rénales sont plutôt vers l'arrière. Donc finalement, c'est assez facile de préserver 2 beaux patchs ici, si on donne un coup de ciseau qui, dans le plan sagittal, est dirigé vers le haut et l'arrière. D'accord ? Donc ce coup de ciseau-là, il est horizontal dans ce plan-là, mais il va être oblique dans ce plan-là. Voilà comment ça se présente. On a donc ouvert en 2 longitudinalement l'aorte. On commence déjà à repérer, vous voyez, les ostiums des artères rénales, voire des artères accessoires. Et on va couper en bas et surtout couper en haut, au ras ici de l'artère mésentérique supérieure, mais au-dessus des rénales. Ensuite, on va partager les éléments pédiculaires, notamment quand il y a un prélèvement pancréatique associé. Donc la voie biliaire, on peut la couper maintenant ou elle a déjà été coupée avant, la gastro-duodénale, l'artère splénique en préservant un petit moignon pour pouvoir la fermer sur le tronc cœliaque, et puis éventuellement l'artère coronaire. Alors, la veine porte, une fois qu'on a coupé la voie biliaire, c'est la veine porte qui vient juste après. Vous la coupez lorsqu'il y a un prélèvement pancréatique à peu près au milieu du pédicule hépatique. Sauf conditions particulières chez le receveur, c'est assez rare, nous, en greffe de foie, qu'on ait besoin d'une très grande longueur de veine porte. Donc la veine porte, en général, on la recoupe suffisamment, et lorsqu'elle est coupée, alors évidemment pas trop haut quand même, mais lorsqu'elle est coupée un petit peu au-dessus du bord supérieur du pancréas, ça nous va. Mais il faut quand même s'interroger, savoir comment est le receveur pour prendre cette décision. Donc ensuite, vous allez couper l'artère gastro-duodénale, vous allez sectionner, vous allez continuer à disséquer l'artère hépatique commune, et vous allez sectionner, faire le tour de l'artère splénique et la sectionner ici, pas au ras complètement du tronc cœliaque, mais en gardant un petit moignon. Attention quand vous faites cette section,
de bien repérer, s'il y a un prélèvement pancréatique, cette section qui va se rétracter dans le pancréas sera très difficile à retrouver par la suite. Et ensuite, on continue la dissection du tronc cœliaque. Alors, lorsqu'il y a une artère hépatique droite, eh ben, vous l'avez forcément repérée lors de votre dissection pédiculaire pendant la phase chaude, à cœur battant, vous l'avez éventuellement mise sur l'AC, elle est en arrière de la voie biliaire, et donc elle est assez facile ensuite à suivre et à préserver. Lorsqu'il y a une artère hépatique gauche, elle chemine dans le petit épiplomb, vous l'avez préservée en sectionnant que partiellement votre petit épiplomb, et là, au moment de l'explantation, vous allez pouvoir enlever ce petit épiplomb en suivant la petite courbure gastrique, attention de ne pas rentrer dans l'estomac, et vous allez prendre toute la graisse de la petite courbure gastrique, et si vous avez fait le tour de l'aorte cœliaque à gauche de l'œsophage, il n'y a aucun problème, vous pouvez même suivre cette petite courbure gastrique jusqu'au hiatus, jusqu'au cardia. Ensuite, on va sectionner le diaphragme autour de la veine cave inférieure. Alors là, il y a une astuce qui consiste, une fois que la veine cave est sectionnée dans le thorax, vous la sectionnez dans le thorax, la veine cave. Donc vous gardez avec le foie la coupole droite. Et il y a une astuce qui consiste à mettre le doigt dans la veine cave et à manipuler le foie avec le doigt à l'intérieur de la veine cave. Et ça permet de sectionner la collerette diaphragmatique sans blesser la veine cave. Donc la collerette diaphragmatique, les plèvres, et vous faites une section qui va faire tout le tour du foie ici. Alors c'est un temps qui est assez difficile, je reconnais. C'est pas très facile à expliquer. C'est pas très facile à illustrer non plus par les photos. C'est un temps qui est assez profond. C'est là où on a besoin d'exposition de l'hypochondre droit. Et c'est un temps où on peut libérer le foie. Alors, il y a une petite remarque, c'est que lorsque vous commencez cette libération du foie par rapport au diaphragme, il y a très souvent, à cet endroit-là, une décapsulation. Et cette décapsulation, elle est liée au fait que vous êtes en phase froide, le foie est rincé, il est assez fragile, notamment chez le sujet âgé, et si l'aide tire un petit peu trop le foie vers lui, vous allez avoir une décapsulation qui est toujours au même endroit et qui arrive malheureusement un peu trop souvent. Alors pour éviter ça, il suffit simplement dès le début de l'explantation de sectionner le péritoine, juste le péritoine, le feuillet péritonéal qui est en avant du rein droit. Hein, le fascia, ce qu'on appelle l'espace de Morrison, le fascia prérénal, le péritoine du fascia prérénal, vous le sectionnez et vous évitez cette décapsulation. Et ensuite on conditionne. Alors, excusez-moi, le conditionnement du foie, très important, c'est de rincer la voie biliaire. La bile qui stagne dans les voies biliaires, la voie biliaire principale et les voies biliaires intrahépatiques, est extrêmement délétère pour la suite. Les voies biliaires ne se conservent pas bien lorsque la bile stagne à l'intérieur, et donc ça donne des lésions de sténose biliaire non anastomotique post-transplantation. Il faut la rincer avec ce que vous voulez, ça peut être du liquide de préservation, ça ne pose aucun problème, mais il faut bien la rincer, il ne faut plus qu'il y ait de bile qui stagne dans les voies biliaires principales et intrahépatiques au moment du conditionnement. Alors, ce n'est pas la peine de le faire pendant le prélèvement, vous pouvez le faire, il suffit de le faire juste avant le conditionnement dans la glacière. Vous allez le conditionner avec du liquide de conservation et après il y a différents systèmes. Et donc on va explanter le pancréas. Donc là on vous présente la partie où on fait explantation du foie, puis après explantation du pancréas. Et je vais vous la présenter, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on peut aussi discuter en bloc, une explantation en bloc avec une séparation sur la table derrière du foie et du pancréas. Donc là, je vous présente in situ, une fois que le foie est parti, ou va partir, ou quand on fera une séparation in situ dans le donneur. Donc, de quoi avons-nous besoin pour une transplantation pancréatique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de l'artère splénique pour vasculariser la queue du pancréas, et on a besoin de l'artère mésentérique supérieure pour vasculariser la tête du pancréas. Et on essaiera de faire une seule artériotomie, donc du coup on utilisera un carrefour iliaque qu'on prélèvera chez le donneur. C'est très important de prélever un carrefour iliaque chez le donneur, puisqu'en fait on utilisera ce carrefour iliaque ici, avec ici l'iliaque commune, ici l'iliaque interne ou l'iliaque externe comme on veut, et puis en fait on utilise ce carrefour iliaque pour faire un raccord en Y, pour se brancher sur l'artère splénique et se brancher sur l'artère mésentérique supérieure. Donc vous voyez bien que je vais vous le répéter un petit peu tout à l'heure, mais qu'on n'a pas besoin de patch sur l'artère mésentérique supérieure, qu'on n'a pas besoin de patch sur l'artère splénique. Par contre, on a besoin d'un carrefour et d'un carrefour
bien non abîmée. Donc éventuellement, on peut se poser la question de l'intérêt peut-être d'une cannulation aortique ou alors prendre le carrefour contralatéral. Mais quand il y a une transplantation pancréatique associée, il faut vraiment faire attention puisque le carrefour, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, je ne sais pas si vous avez cette image-là. En fait, l'image avec le raccord, ça, c'est l'artère iliaque commune qui va lui servir de raccord pour se brancher sur, c'est une vue postérieure, la mésentérique supérieure et la splénique qui chemine ici. Cette veine-là, qui est la veine mésentérique inférieure, vous l'aurez facilement repérée, puisque c'est dedans, je vous rappelle, vous avez mis la canule, et puis la veine porte qu'on verra tout à l'heure. Donc, quand on prélève, on a besoin d'un maximum de longueur de veine porte, et quand on est trop court au niveau de la longueur de veine porte, on va être amené à prendre une rallonge iliaque, c'est-à-dire qu'on prend une veine iliaque commune qui va nous servir de patch de rallongement pour éviter une anastomose en traction. L'explantation avec le foie, je vous l'ai dit, ça commence par une séparation avec le cholédoque, puis l'artère gastro-duodénale qui, elle, n'a pas d'intérêt pour nous et est liée, et vous pouvez la lier avec un prolène, puis l'artère mésentérique supérieure qui sera sectionnée, elle, au ras de l'aorte, et l'artère splénique qu'il faudra bien matérialiser puisque vous allez voir qu'elle se rétracte facilement dans le pancréas. En cas d'artère hépatique droite, est-ce qu'il y a une contre-indication au prélèvement pancréatique associé? Eh bien, ça doit se discuter un petit peu au cas par cas, c'est-à-dire en fonction du nombre de branches qui vont donner le nombre de branches de la localisation de l'artère hépatique droite. Si l'artère hépatique droite naît de façon très proximale, eh bien, on imagine bien que ça va être possible d'avoir une section à cet endroit-là et de pouvoir conserver l'artère mésentérique supérieure pour une transplantation pancréatique et de privilégier bien sûr l'artère hépatique droite au foie. Je vous rappelle que c'est le foie qui est prioritaire et c'est une discussion qu'on a avec le chirurgien hépatique. Si le chirurgien hépatique considère que c'est pas faisable, eh bien on cède et le pancréas ne sera pas prélevé. Par contre, si l'artère hépatique droite naît de l'artère mésentérique supérieure mais de façon un petit peu distale, une, deux, trois branches qui sont éventuellement laissées, eh bien on aura une vascularisation du pancréas, de la tête du pancréas qui ne sera pas suffisante. Et dans ces cas-là, le pancréas servira pour les îlots. Donc je vous rappelle, s'il y a une possibilité de maintenir l'artère hépatique droite, on utilisera une transplantation pancréatique d'organes vascularisés. Par contre, si on ne peut pas utiliser l'artère hépatique droite, eh bien le pancréas partira pour des îlots. Le principe du prélèvement du pancréas, ça va être de prélever le duodénum associé, c'est-à-dire qu'on prélève le cadre duodéno-pancréatique accolé au pancréas. On vous incite à enlever la sonde nasogastrique, puis mettre un coup de GIA ici pour sectionner le premier duodénum, puis un peu à distance ici. N'hésitez pas à mettre les coups de GIA vraiment à distance du pancréas, puisque quand on prépare l'organe, on raccourcit le duodénum pour avoir un plus petit duodénum possible. Je vous rappelle que le duodénum, ce sera en fait les sécrétions exocrines du pancréas qui seront dérivées par une enzyme Y éventuellement. Donc mettez-vous à distance, enlevez la sonde nasogastrique. De temps en temps, on peut préconiser de laver avec de la bétadine, laver le duodénum par la sonde nasogastrique. On peut le faire ou ne pas le faire, peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment de mettre un coup d'agrafe à cet endroit-là, et puis après, il nous restera la racine du mésentère. Eh bien, la racine du mésentère peut être agrafée également avec un coup de GIA. Ce qu'on demande, c'est d'être un peu à distance du pancréas et de ne pas rentrer dans le pancréas. Donc, le plus simple, c'est de mettre le coup de GIA à 2-3 cm sur la racine du mésentère. Ensuite, le principe, ça va être d'utiliser la rate un petit peu comme une poignée pour séparer le pancréas du rein gauche. Je vous rappelle que le plan idéal, c'est le plan de la surrénale. Vous coupez en plein milieu de la surrénale, et là on est sûr d'être ni dans le pancréas, ni dans le rein, puisqu'on est dans la surrénale. Donc j'insiste vraiment sur ce point important. Si vous êtes un petit peu perdu, prenez des bases, la surrénale, et puis après on va utiliser la rate comme une poignée qui va nous servir pour prendre le pancréas, le plier un tout petit peu en deux. Et là, il faut être très méfiant parce que c'est à cet endroit-là, quand on va couper simplement derrière, qu'on peut éventuellement abîmer le corps du pancréas, puisque de temps en temps, on le confond un petit peu avec l'environnement gras, adipeux qui est juste autour. Donc je vous incite à prendre la rate comme une poignée, sans tirer et guider, et passer tranquillement pour libérer les attaches postérieures. Une fois qu'on aura sectionné l'ensemble des attaches, eh bien on pourra prélever le pancréas globalement pour l'explanter. Donc une fois qu'on est prêt à explanter le pancréas, il faut avoir, je vous répète les différents éléments, un coup de GIA ici, un coup de GIA ici, un coup de GIA sur la racine du mésentère. Il faudra utiliser la rate comme poignée, l'artère splénique qui elle sera anastomosée, je vous rappelle, avec le carrefour, l'artère mésentérique supérieure, et puis le cholédoque qui est sectionné.
Voilà pour l'explantation à la phase quand on explante après le chirurgien hépatique. Et je vous montrerai tout à l'heure que c'est plus simple d'enlever le pancréas et le foie en bloc et de séparer les choses tranquillement sur la table derrière pendant que l'urologue, lui, prélève les reins. Après, on va passer à l'explantation des reins. Du coup, c'est le tour de l'urologue. Et vous verrez bientôt qu'il n'y aura plus qu'un seul intervenant puisque ce sera un seul acteur qui prélèvera l'ensemble du prélèvement d'organes. Donc, quand on a fait un peu de ménage en ayant enlevé le foie et le pancréas, c'est à peu près ça que vous avez sous les yeux. Donc, la veine rénale gauche a déjà été coupée, je vous rappelle. Et là, le gag serait bien sûr de vous attaquer à la horte avant d'avoir fait la veine rénale gauche qui va vous barrer la route. Vous savez qu'il y a des variations anatomiques importantes, je vous les ai rappelées ici. Donc, on ne va pas les détailler parce qu'on est déjà très en retard. Mais il y a à peu près 20% des reins qui ont plusieurs artères, 20-25%. Et vous avez aussi des variations anatomiques des urtères. Donc il faut être méfiant. Alors la question du rein in situ ou en bloc, sauf les reins pédiatriques, qui doivent être prélevés en bloc parce qu'ils vont être greffés en bloc. Donc les reins de petite taille. Pour le reste, la recommandation de l'école est très claire. Vous séparez les reins sur la table et vous les prélevez sur le in situ et vous les prélevez de manière séparée. Donc ces polaires, je vous en parlais tout à l'heure, elles peuvent venir de partout, de très bas, pour les polaires inférieurs, jusque sur les iliaques primitives, et elles peuvent être au-dessus. Et la meilleure façon de les voir, c'est de les voir à lumière aortique ouverte par les ostiomes. Alors, là je suis un peu gêné parce que ce ne sont pas mes diapositives d'habitude, mais peu importe. Poum poum. Donc vous allez, dans l'ordre des sections, commencer par sectionner la veine rénale gauche et la récliner vers le rein gauche. Sectionner la veine cave inférieure en sus rénal, comme vous l'a expliqué Emmanuel. Et là, nous allons rallonger systématiquement la veine rénale droite. Donc il faut qu'on puisse fermer le fueur cave au-dessus des rénales. Donc vous laissez 5 à 6 mm au-dessus de l'ostium de la veine rénale droite et de l'ostium de la veine rénale gauche, des deux côtés. Les hépatiques n'ont jamais besoin d'un long tube cave en dessous. Et donc les couper trop près des ostiums des veines rénales droite ou gauche nous gêne considérablement dans la reconstruction. Puis vous sectionnerez la veine cave inférieure sous-rénale. Ensuite, on va ouvrir la aorte, comme vous le disiez tout à l'heure Emmanuel, mais suffisamment haut au-dessus de la bifurcation. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on regarde rapidement sur les faces latérales pour trouver les éventuels polaires. Et s'il n'y a pas de polaire, on ouvre à peu près au niveau de la mésentérique inférieure pour laisser un bon flux cave pour nos copains vasculaires. Et puis, on va, une fois qu'on aura sectionné les patchs, donc on va séparer les deux patchs aortiques. Et avant de mobiliser les reins, il faut absolument libérer les patchs. Les patchs aortiques sont complètement attachés au plan prévertébro-postérieur. Si vous tirez sur le rein, en n'ayant pas libéré le patch, vous allez tirer sur l'artère. Quand vous tirez sur l'artère, vous allez créer des lésions que vous ne voyez pas là maintenant, qui sont des lésions de l'intima. C'est la lésion, c'est la couche artérielle qui est la plus fragile. Et ces lésions de l'intima dont vous n'aurez jamais connaissance vont se traduire par une sténose artérielle de l'artère du greffon, donc à 3 mois. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Emmanuel, tu m'as fait des coups. Alors, voilà, séparation des reins, nous voilà. Donc, séparation des patchs, l'aorte est au milieu sur la ligne médiane, on la sépare de manière totalement égalitaire entre les deux reins. Par contre, de grâce, pas la veine cave. Il y a des gens qui appliquent ce principe à la veine cave et qui nous fendent la veine cave en deux. C'est méconnaître complètement l'anatomie. La veine cave, elle est à droite. Donc, c'est tout le flux cave avec le rein droit. Et vous sectionnez la veine rénale gauche à son ostium, à son abouchement dans la veine rénale, dans la veine cave inférieure. Donc, la veine cave reste avec le rein droit. Section de la veine rénale gauche au ras de la veine cave, on l'a déjà dit. Et vous allez séparer les reins, donc, in situ. Donc, ça, voilà. Pour les urtères, vous allez laisser le plus long possible. Vous allez les sectionner au niveau des détroits supérieurs. Nous ne les utiliserons pas plus bas, parce que vous savez que de toute façon, leur vascularisation est compromise. Il y a 3 façons de vasculariser l'urtère. Des pellicules qui viennent du pédicule rénal et qui sont périadventicielles. Anastomosé, un pédicule urétéral moyen, trop petit, qui saute dans tous les cas. Et un pédicule urétéral inférieur qui vient des vaisseaux vésicogénitaux. Il va sauter au-dessus. Donc tout vient sur le réseau périadventiciel du pédicule rénal. Donc plus vous avez un urtère long, plus sa vascularisation est compromise dans sa distalité. Donc on ne l'utilisera pas de toute façon au-delà du détroit supérieur. Donc coupez-les au niveau des vaisseaux iliaques, qui sera très bien. Vous le prenez avec toute l'atmosphère périurétérale, il ne faut surtout pas peler l'urtère et vous allez respecter le triangle graisseux polaire inférieur pour ne pas vasculariser les vaisseaux qui viennent du rein.
Ensuite, le rein en fer à cheval, on va passer parce qu'on n'a pas le temps. Les partages vasculaires, on vous en a déjà parlé. Donc la séparation des reins in situ, comme on l'a dit, sauf si c'est B-bloc. Et vous allez, sur la table derrière, dégraisser les reins pour être certain qu'il n'y ait pas de tumeur. Alors généralement, si on a eu un scanner, on le voit, mais on a déjà vu des échographies faites sur les donneurs dans des conditions difficiles avec des tumeurs qui étaient méconnues. Donc là encore, jusqu'à présent, vous n'ayez pas vu le parenchyme rénal, on n'a jamais été ouvrir la loge rénale, eh bien là, il faut le faire, il faut dégraisser les reins et tirer la sonnette d'alarme s'il y a une tumeur corticale qui n'a pas été vue. Puis vous allez déterminer les structures vasculaires pour pouvoir les décrire et éventuellement faire une biopsie en fonction des besoins et du receveur. Julien, tu nous parles rapidement de la séparation ex vivo. Alors, rapidement, je vous avais dit tout à l'heure que le plus simple, c'était de se séparer tranquillement sur la table derrière, pendant que l'urologue prélève les transplants rénaux. Eh bien, le plus simple, c'est d'explanter le bloc foie-pancréas. Alors, la limite supérieure du foie, on l'a vu tout à l'heure, limite inférieure du pancréas, on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous commencez par une section du cholédoque. Le cholédoque va être sectionné au ras du pancréas. On n'a absolument pas besoin de longueur pour la transplantation pancréatique. On a par contre besoin qu'il soit bien fermé, c'est-à-dire n'hésitez pas à le repérer avec un fil, ce que vous voulez, mais qu'on le repère assez facilement, de façon à bien le refermer quand on prépare ensuite le transplant. L'artère splénique, nous on en a besoin parce qu'en fait je vous ai dit qu'elle allait être branchée au niveau du carrefour en Y pour pouvoir vasculariser toute la queue du pancréas. Le chirurgien hépatique n'en a pas besoin. Il y a par contre une nécessité, c'est de laisser un moignon suffisant pour faire en sorte qu'il puisse fermer sans être sténotique après. L'artère splénique, elle a fâcheusement tendance à se rétracter très vite dans le pancréas. Et là, juste avant de la couper, on vous demande si c'est possible de mettre un fil de prolène, de ce que vous voulez, un fil repère, qui va nous permettre de la retrouver très rapidement dans le pancréas, et on n'aura pas besoin de disséquer dans le pancréas pour récupérer cette artère qui s'est rétractée. Et puis le gros souci, ça va être sur la veine porte, puisqu'en fait, on a besoin, en transplantation pancréatique, d'un maximum de longueur de veine porte pour éviter d'avoir besoin de faire cette rallonge, puisque vous imaginez bien que si on fait une rallonge, il y a une couture, c'est source de turbulence et peut-être source de thrombose. Donc le principe, c'est d'essayer d'avoir une section à mi-chemin, et c'est pas toujours très facile, et là, il faut vraiment discuter, puisqu'on sait bien que la longueur de la veine porte, pour le chirurgien hépatique, les besoins varient en fonction du receveur. Donc en général, ils savent très bien quel receveur ils ont, et s'il y a une possibilité de laisser un maximum de veine porte pour le pancréas, eh bien, il faut vraiment respecter le mi-chemin, si ce n'est en donner un tout petit peu plus éventuellement pour le pancréas. Je vous montre l'aspect final du pancréas sur sa face antérieure, avec ici la racine du mésentère qui est sectionnée avec la GIA, le dernier duodénum, le premier duodénum, tout le cadre est prélevé ensemble. Ensuite, on va raccourcir le duodénum au maximum, et puis la rate sera prélevée en bloc et sectionnée ici. Sur la face contralatérale, on voit ici l'artère splénique, l'artère mésentérique supérieure et la veine porte. Et je termine très rapidement avec le schéma de reconstruction. Ici, on a le Y qui va nous permettre de vasculariser les deux branches avec une seule artériotomie. Et on voit ici que la veine porte est très courte. Et une anastomose très courte, vous imaginez un tuyau, vous tirez dessus, eh bien vous allez rétrécir son calibre intérieur. Donc une anastomose courte, c'est source de thrombose. Et sur le pancréas, la thrombose, c'est vraiment la bête noire de la transplantation pancréatique, la thrombose veineuse. Et dans ces cas-là, eh bien, on utilise une rallonge. Donc très rapidement pour le prélèvement pancréatique, l'artère splénique, il faut l'avoir d'une longueur suffisante, bien matérialisée. L'artère mésentérique supérieure, on n'a absolument pas besoin de patch. Et puis je vous rappelle que l'évolution des donneurs est un petit peu en train de changer, qu'on se retrouve avec des donneurs à critères étendus, et au niveau de la transplantation rénale, ces donneurs-là, il y a vraiment intérêt à mettre les reins sur machine. Et je ne sais pas si vous avez mis des reins sur machine sans patch, c'est pas facile. Donc les patchs, il faut les privilégier pour les artères rénales, puisqu'on n'en a absolument pas besoin pour l'artère mésentérique supérieure. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le prélèvement pancréatique. C'est quelque chose qui est assez simple. Il faut surtout privilégier cet organe, pas trop le manipuler. C'est un organe très fragile, mais on serait ravis si vous pouviez éventuellement les prélever pour nous. Est-ce qu'il y a des questions sur la phase d'explantation pancréatique, hépatique ou bien rénale? On est à votre disposition. Merci.
Docteur Anouar Remili, d'Oran. J'ai une question concernant la voie biliaire au moment du prélèvement. Si on par rapport au côté, disons, hépatique, quelles sont les modalités du rinçage des voies biliaires? Et deuxième question, si on trouve au moment du prélèvement une voie biliaire dilatée, pour le prélèvement du pancréas, est-ce qu'on doit explorer Alors, ce sont deux bonnes questions. Pour le rinçage des voies biliaires, tout dépend si on fait une cholécystectomie ou pas. On vous a montré qu'ici, on fait une cholécystectomie. Donc, une fois que la cholécystectomie est faite, le canal cystique est fermé, on peut sectionner le cholédoque à ce moment-là. La bile, elle est stérile dans 99% des cas, sauf s'il y a eu une sphinctérotomie endoscopique ou une biodigestive. Et à ce moment-là, on peut sectionner le cholédoque, même à la phase chaude, ça pose pas de problème. Ça saigne un petit peu, il faut faire l'hémostase. Et on peut, mais c'est pas obligatoire, rincer les voies biliaires par le cholédoque sectionné. D'accord ? Mais c'est pas obligatoire de le faire à ce moment-là, pendant le prélèvement. On peut tout à fait le faire sur la back table après. Ce qui compte, c'est de l'avoir fait au moins une fois avant de conditionner le greffon. Et de toute façon, si on l'a fait en péropératoire, il vaut mieux le refaire après, juste avant de conditionner le greffon. Ça, c'est quand on a fait une cholécystectomie. Quand on n'a pas fait de cholécystectomie, donc on va laisser la vésicule conditionnée avec le greffon, à ce moment-là, il est bien de la rincer. Mais ce n'est pas la voie biliaire qu'on rince. Et il n'est pas question de rincer la voie biliaire à travers la vésicule, ça ne marche pas très bien. Mais il faut rincer la vésicule. Donc, en général, les équipes qui ne font pas de cholécystectomie, simplement, ils ouvrent la vésicule, ils rincent la vésicule pour pas qu'il y ait de bile stagnante, et ils la referment avec un nœud ou un clip. Et ça ne dispense pas, ça, de rincer à nouveau la voie biliaire par le cholédoque au moment de la back table. Alors, si on trouve une voie biliaire dilatée, ça, c'est un cas qui peut se produire. La première chose, c'est d'essayer de voir si c'est pas un kyste du cholédoque. Donc, en général, il y a de l'imagerie préopératoire, on a des arguments éventuellement, mais on n'a pas forcément de bili-IRM. Alors, on peut faire une cholangiographie, rien n'empêche de faire une cholangiographie au moment du prélèvement, et puis à l'aspect aussi macroscopique. Si c'est une dilatation très importante, c'est probablement une lésion du cholédoque, parce que s'il y a un obstacle en aval, il va y avoir aussi des voies biliaires intra-hépatiques qui seront dilatées. Donc ça, on le saura sur le scanner. Si la dilatation n'est pas très importante, disons 10 mm, 15 mm, chez un malade qui n'a pas été cholécystectomisé et qui n'est pas un sujet âgé, vous pouvez vous demander effectivement s'il n'y a pas un obstacle en bas. Là encore, on peut faire une cholangiographie. On peut prélever le foie, puisque de toute façon, on n'a pas besoin de la voie biliaire basse, et pour le pancréas. Si on suspecte un obstacle sous-jacent. Si on suspecte un obstacle sous-jacent, s'il n'y a pas d'anomalie sur le scanner, s'il n'y a pas d'anomalie en palpant, on peut prélever, et puis nous, on regardera et on refera le point tranquillement sur la table à la maison, parce qu'en fait, nous, on incisera le duodénum dans tous les cas pour faire une petite anastomose qui nous permettra de savoir un petit peu s'il n'y a pas de souci particulier à ce moment-là. On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Donc en fait, il y a 65 inscrits, et en fait, il y en a 26 d'entre vous qui sont inférieurs ou égal à 5 semestres, c'est-à-dire 40%. Donc je vais vous rassurer ces 40%-là, parce que j'essaie de me rappeler ce que à 5 semestres, je savais sur le prélèvement multi-organes. Ça prenait pas beaucoup de place dans mon cerveau. Et donc là, quand on voit la masse de connaissances qu'on vous déverse, rassurez-vous, tout le monde y arrive, mais c'est très bien de... je pense que l'afflux de connaissances n'est pas nuisible, et que quand vous allez grandir, vous reviendrez à cette présentation que vous aurez dans vos archives, et là vous comprendrez à chaque fois 10% de trucs en plus. Donc voilà, donc pas de panique. Moi j'ai une question sur les vaisseaux, et notamment sur les vaisseaux iliaques. En tant que chirurgien vasculaire, évidemment on essaie toujours de se battre pour que les urologues cannulent en hypogastrique, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout avec les hépatologues qui à chaque fois nous réclament un petit bout d'artère iliaque, iliaque primitive, voire le carrefour complet. Alors souvent on leur demande de nous attendre. Bon, alors parfois ils le font quand même derrière notre dos. Alors en tout cas nous on essaye au maximum de leur proposer un bout soit du TABC, soit de la sous-clavière. Enfin voilà, quand le sterno est déjà fait. Et ce que j'ignorais, mais on vient de le soulever, on peut faire la sterno, même si on ne prend pas le cœur
et les poumons. Donc on peut tout à fait aller chercher tous les TSA. Quelle est la politique? Il n'y a pas de recommandation a priori. Enfin, c'est des hépatologues qui nous disent ouais, si je ramène pas l'iliaque, je me fais détruire. Enfin bref. Évidemment, c'est des vaisseaux qui sont sains, nous on en a un petit peu moins. Donc c'est toujours des débats un petit peu difficiles, un peu houleux, et pas vraiment de consensus. Absolument. Il y a des équipes de greffe qui vous obligent, qui vous contraignent à ramener le carrefour orthoïdiaque au cas où il y a un problème d'implantation chez le receveur. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, il y a les vasculaires qui ont besoin des vaisseaux. Alors, la première chose, encore une fois, c'est de connaître le receveur, parce que je ne sais pas ce qu'en pense Olivier Scaton, mais s'il n'y a pas à l'évidence, chez le receveur, c'est une greffe simple et on sait qu'il n'y aura pas besoin de reconstruction artérielle. On ne peut pas recommander, je pense, de prélever systématiquement le carrefour, parce que dans ces cas-là, si on fait ça, si on a cette politique-là, 90% des carrefours vont être jetés à la poubelle. Ça, c'est l'expérience qu'on a. Alors, si en revanche, le receveur a des problèmes d'implantation artérielle, on le retransplante pour une thrombose de l'artère hépatique, etc., on sait qu'on va faire un pontage aortoïdiaque, et là, c'est impératif de ramener le carrefour avec le foie, parce qu'on sait qu'on va l'utiliser, ou il y a une forte probabilité qu'on l'utilise. Alors, il y a un bon compromis qu'on faisait à l'époque, je ne sais pas si on le fait toujours à la Pitié, on faisait ça, c'est que on le prélevait comme un prélèvement de tissu, et donc en fait on le conditionnait comme si on l'envoyait à la banque des tissus. Sauf qu'avant de l'envoyer, on le gardait dans l'unité de greffe de foie au cas où il serait utilisé, mais le prélèvement a été conditionné conformément aux recommandations de la banque des tissus. Voilà. Ouais. Voilà. Et ça, c'est probablement... Toutes les équipes parisiennes font ça. C'est-à-dire que quand on prélève les vaisseaux, on les reconditionne, on les envoie, ils sont normalement 24 heures en banque à Saint-Louis. S'il y a un problème, ils reviennent. La plupart du temps, c'est jamais le cas. Alors, vous êtes... Ouais, c'est ça. Mais bon, il faut tendre à ça. Hein. Puisque ça fait des vaisseaux en plus en pratique, hein, c'est pas perdu. Voilà. Oui, c'est le but. Non, mais tu es jeune, mais tu as déjà une dialectique un peu ancienne. C'est-à-dire que tu dis, ouais, les hépatologues. Et on n'est pas hépatologue, les chirurgiens sont des chirurgiens digestifs, on n'est pas hépatologue, c'est une petite. C'est de la sémantique, mais c'est important. Et tu as raison, la plupart du cas, en fait, on n'a jamais besoin des vaisseaux. Sur une primogreffe, c'est très rare. Donc c'est une vieille dialectique de dire qu'on a besoin des vaisseaux. Il y a en revanche des situations de partage, comme on va voir avec Eric, où c'est indispensable. Et puis des retransplantations, c'est 10% des greffes en France actuellement, où ça paraît au moins un petit peu indispensable les 24 premières heures pour reconstruire. Donc c'est pas non plus, effectivement, ça dépend du contexte, mais il ne faut pas balayer en disant oui, bon voilà. Donc c'est à la demande, mais on tend de plus en plus vers des vasculaires qui prélèvent les vaisseaux pour mettre en banque, on est tous d'accord. Je crois que ta question elle souligne tout à fait l'ambiance école francophone de prélèvement, c'est-à-dire qu'on se parle, on fait un référentiel commun, et notre ambition et notre challenge, c'est de répondre aux impératifs de tous, y compris les vasculaires. Et donc je pense que je ne vois pas un seul vasculaire qui critiquerait le jour où c'est impératif pour un organe. Ça ne poserait aucun problème. Je crois qu'on est très en dessous de ce qu'on pourrait faire en France, et donc le message de l'école, c'est celui-là, et de s'organiser. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vrai. Ça revient à la question de tout à l'heure. C'est juste du boulot à faire année après année. Et vous, à votre âge, vous avez un rôle absolument primordial à jouer là-dedans.